larmes aux yeux et j'ai le nez qui coule. Alors c'est pas très bien pour me permettre de vous faire une prestation sans tâche. De retour dans ces montagnes, donc il délaisse la plume pour l'épée, il embrasse la carrière des armes et s'engage dans une compagnie du lieutenant général du roi en Dauphiné. Il n'y reste guère. En 1562 débutent les guerres de religion. Converti à la Réforme, François rejoint un de ses parents, Antoine Rambaud, chef des protestants du Gap-en-Sey. Il a 19 ans. C'est le début d'une longue vie de bataille et de chevauchée, de sacs et de sièges. Son ascension est rapide. En 1575, il succède à Dupuy-Montbrun, commandant des Huguenots en Dauphiné. Le sieur Lesdiguières, comme il se fait appeler, s'avère un redoutable capitaine, courageux bien sûr, et cruel au besoin, mais aussi rusé et audacieux, fin stratège, conscient du rapport de force. Inlassablement, il porte le fer contre les troupes catholiques, multipliant les coups d'éclat. Gap, Embrun, Chorges, Montélimar, Livron tombent sous son joug. C'est le roi des montagnes. L'itinéraire de Lesdiguières épouse celui du chef du parti protestant, Henri de Navarre. Bon, ce dernier monte sur le trône, etc. Vous connaissez la suite. Henri IV se convertit avec la phrase célèbre Paris vaut bien une messe, se convertit au catholicisme et à ce moment-là, fidèle au roi de France, parce qu'il y avait un patriotisme chez Lesdiguières qui était Dieu pour lequel il s'était battu sous les couleurs des réformés, et son roi, surtout son roi. Son roi étant devenu catholique, ben, il devient catholique de facto. Voilà. Et après, il a été aidé dans cette conversion par sa seconde femme, Marie Vignon. Je reviendrai sur elle un peu plus tard. Marie Vignon, qui était la fille d'un drapier qui habitait sur les quais, et de petite, même pas noblesse, une bonne bourgeoisie. Et ils se sont connus, ils se sont mariés au bout de 15 ans quand même, où Marie Vignon était sa maîtresse, et elle était quand même catholique fervente, ce qui n'empêchait pas, même à l'époque, voilà. Et on peut dire, pour elle, son titre de gloire, c'est de l'avoir aidé à se convertir. Voilà, donc je termine là-dessus. Je vais revenir sur la vie de François de Beaune. Il était le fils de Jean II de Beaune, seigneur de Lesdiguières, et des Diguières ou Esdiguières, mort en 1548, et de Françoise de Castellane. Donc son oncle qui s'est occupé de lui à la mort de son père, c'était le de Castellane qui était donc évêque. Il naît à Saint-Bonnet, situé dans la province du Dauphiné, dans le royaume de France. Il rencontre pour la première fois le futur roi Henri IV, de 9 ans son cadet, au collège de Navarre à Paris. Sa passion pour les armes ou le besoin financier le pousse à entrer sous les ordres du baron de Gordes, on a la rue de Gordes à Grenoble, lieutenant général du roi et du Dauphiné. Dans le royaume de France, la seconde moitié du XVIe siècle sera notamment marquée par les guerres de religion. Une série de 8 conflits entre 1562 et 1598, durant lesquels se sont opposés catholiques et protestants, aussi appelés huguenots. C'est dans ce contexte que François de Beaune va évoluer. Lorsque le soulèvement protestant éclate dans le Dauphiné, François de Beaune rejoint son cousin Antoine Rambaud, le premier des capitaines ferrailleurs qui mènent combat. Après la mort de son cousin, il est désigné comme chef des protestants du Champsaur en 1576 et livre de nombreux combats, dont la prise de Gap, ville catholique, suivie du massacre de ses habitants. C'est à ce moment qu'il se fait remarquer par le roi Henri III. Lorsqu'en 1584, Henri III désigne le roi de Navarre pour lui succéder, son autorité sur les Huguenots du Dauphiné est reconnue. En août 1586, il participe à la bataille d'Allemagne en Provence.
Henri IV devient roi en 1589. Par la suite, François de Beaune est nommé commandant généralement pour le roi du Dauphiné et lui est demandé de faire revenir le Haut-Dauphiné sous l'obéissance du roi contre la Ligue qui, à l'appui du duc de Savoie, le 22 décembre 1590, après plusieurs échecs sanglants, il s'empare de Grenoble, contrôlé par les catholiques, et ordonne alors un grand nombre de modifications dans la rue. Alors, fortification de la colline de la Bastille, sur la rive droite de l'Isère, construction d'une citadelle près de la tour de Lille. Là, vous avez un plan de la Grenoble de l'époque. Embellissement de la ville, nouvelle rue, égout collectif, façade crépie. Construction de la trésorerie qui deviendra sa résidence personnelle appelée Hôtel de Lesdiguières. L'Hôtel de Lesdiguières, c'est l'ancien hôtel de ville de Grenoble, hein, qui est là, à 2 pas. Reconstruction de la digue Marceline le long du Drac vers Claye et création d'un pont d'une grande hardiesse sur le Drac, le pont de Claye, qui deviendra une des 7 merveilles du Dauphiné. Après la création du régiment de Beaune et des gardes de Lesdiguières en avril 1591, il bat les 15 et 16 avril 1591 à la bataille d'Esparon, les troupes de la Ligue, puis en liaison avec le gouverneur catholique de la province, Alphonse d'Ornano. Il défend le Dauphiné contre les empiètements du duc de Savoie, qui s'est fait proclamer comte de Provence par la Ligue, et bat le 17 décembre 1591 à la bataille de Pontcharrat. Il défait à nouveau à la bataille de Salbertrand le 7 juin 1593 des troupes alliées savoyardes, espagnoles et napolitaines qui s'étaient emparées du fort d'Exil dans le Val de Suse, alors dauphinois. Bataille durant laquelle meurt Rodrigue Alvarez de Tolède, général commandant des troupes ennemies. Voilà, alors je voudrais revenir sur un fait pour prouver que c'était un rusé. On l'appelait aussi le renard du Dauphiné. Le duc de Savoie fait construire à Barreau, ce qu'on appelle communément le fort Barreau, mais sur le territoire du Dauphiné, alors que la limite était après, le premier village après Barreau, là, le nom m'échappe, et qui après, tout de suite après, vous avez la frontière de la Savoie. C'est Sainte-Hélène. C'est pas Sainte-Hélène? Non, Chapareillan. Chapareillan. Voilà, Chapareillan. Alors, rusé, il laisse construire le fort. Donc le duc de Savoie dépense un argent fou pour faire lui. Et quand le fort a été terminé, il s'amène avec ses troupes, il s'en empare, il dit nous sommes en Dauphiné, le fort nous appartient. Voilà. Ça n'a rien coûté aux contribuables de l'époque. Dieu, si nos ministres actuels pouvaient nous entendre, ça serait pas mal. Donc là, mais ça prouve quand même sa préscience, son intelligence, sa façon de voir les choses. Mais c'était un fin matois, il était rusé comme pas deux. Voilà. François de Beaune est fait duc de Lesdiguières et pair de France en 1611 par Marie de Médicis, veuve de Henri IV et régente pour Louis XIII de 1610 à 1614. Le duché pairie de Lesdiguières est érigé alors à partir des terres des seigneuries de Lesdiguières et de Champsaur, appartenance et dépendance sous Henri IV. Néanmoins, il ne pourra porter ce dernier titre que sous Louis XIII. Lorsqu'après sa réception au Parlement, le 6 février 1620, il est officiellement le premier duc de Lesdiguières. Les lettres d'érection de cette terre en duché pairie constituent ce fief en pairie femelle, c'est-à-dire transmissible une fois en ligne féminine. C'est d'emblée la seule manière de sauver cette pairie, puisque François de Beaune n'a que 3 filles de ses deux épouses successives. Sa fille Madeleine, née de sa femme Claudine de Béranger du Gard. Alors, c'est la famille de Béranger, dont nous avons le château de Béranger à Sassenage. Hein? C'était les Béranger du Gard. Qui est sa première femme, est décédée en 1608, épousée en 1565. Puis Françoise et Catherine, de sa femme Marie Vignon, fille d'un fourreur, je vous ai dit drapier, non, c'est un fourreur grenoblois, devenue marquise de Tréfort. Son gendre Charles de Créqui Blanchefort, alors Créqui, ben vous avez le quai Créqui, là, le long de, voilà,
devra lui-même épouser successivement les deux jeunes femmes pour demeurer duc de Lesdiguières et transmettre le titre à sa descendance mâle. Vous voyez, il y a eu beaucoup d'arrangements à l'époque pour conserver le nom, la famille étant sacrée, il fallait, on en parlait tout à l'heure, et c'est pas toujours évident actuellement. Il devient duc de Champsaur en 1611, gouverneur du Dauphiné en 1612, puis maréchal général des camps et armées du roi en 1621, puis, cerise sur le gâteau, connétable de France et chevalier du Saint-Esprit en 1622. Il n'accédera à la charge de connétable qu'à la suite de sa conversion à la religion catholique. La cérémonie d'abjurtion solennelle se déroule le 24 juillet 1622 en la collégiale Saint-André de Grenoble. Voilà. À partir de 1576, il séjourne à Serres, donné aux protestants comme place de sûreté et dont son secrétaire et biographe Louis Vidal est originaire. Sa présence y est notamment attestée en 1582 et 1588. La tradition lui prête plusieurs demeures dans cette ville, maison dite de Lesdiguières. En 1594, il s'empare des terres de Visil et y construit sa demeure qui deviendra l'actuel château de Visil. Il agrandira à partir de 1600. De 1601 à 1621, il est possesseur également du château de Coppet, qu'il marque de sa forte empreinte. En 1597, il incite Henri IV à reprendre immédiatement la ville d'Amiens, tombée dans les mains des Espagnols, et commande le siège du château de l'Huile, Bourget en huile. Château fort qui contrôlait la route du col du Grand Pucheron, qu'il prend à l'aide de 3 canons. En 1630, ce château subira un nouveau siège par les armées de Louis XIII et sera finalement détruit et arasé par ordre du cardinal de Richelieu. C'est en 1597 également qu'il crée le régiment de Lesdiguières qu'il transmettra à son gendre sous le nom de régiment de Créqui. En 1598, il s'empare du fort Barrault, dont je viens de vous parler, que le duc de Savoie Charles-Emmanuel Ier venait de faire construire. Voilà, c'était... En 1600, il est en première ligne lors de la guerre franco-savoyarde, au cours de laquelle il prend Conflans et Montmélian. En 1605, sur ordre d'Henri IV, il reprend possession à la tête du régiment du bourg de l'Espinasse de la citadelle d'Orange pour le comte prince Philippe Guillaume d'Orange, époux d'Éléonore de Bourbon-Condé. En 1620, lors des rébellions huguenotes, Lesdiguières, nouvellement converti au catholicisme, répond de la soumission du Dauphiné dont il est gouverneur et reçoit un remerciement, le collier du Saint-Esprit et l'épée de connétable de France. Il participe au siège de Montauban et de Montpellier et est chargé par Louis XIII de négocier la paix avec Henri de Rohan. Âgé de 81 ans, il participe à la guerre d'Italie 1624-1625. Chef militaire hors pair, diplomate et négociateur habile, qualifié par Henri IV de rusé comme un renard, le dernier connétable de France meurt à l'âge de 83 ans, le 28 septembre 1626. Merci mon Dieu, je lui succède de 2 ans. Voilà. François de Beaune possédait le château de Pont-de-Vel, dans l'Ain, et le château du Glésil, dit château de Lesdiguières, aujourd'hui en ruine, dans la chapelle duquel il fut enterré. Son tombeau se trouve aujourd'hui au musée départemental des Hautes-Alpes à Gap, et une maison forte à Saint-Bonnet en Champsaur. Sa sépulture se trouve quant à elle dans la chapelle de l'église Saint-Pierre de Sassenage. Liste non exhaustive des possessions tenues en nom propre ou en fief de François de Beaune, alors château de Châtillon-sur-Chalaronne, en 1615-1645, le château du Glésil, le château de Pondin à Pondin, le château de Pont-de-Vel, la maison forte de Lesdiguières à Saint-Bonnet en Champsaur, le château de Visil, et la maison dite de Lesdiguières dédiée à Marie Vignon à Serres. Il avait quand même, pour sa femme, fait quelques... Voilà. Alors, il avait rassemblé une fortune colossale, conquis à la pointe de l'épée, parce que c'était bon, la mise à sac, les rançons des nobles qu'on enfermait, etc. Tout était monnayé. Ça a été un grand personnage dont les rois de France ont su se souvenir. Et là me vient à l'esprit, si vous voulez, je peux faire une analogie entre ce que les rois pouvaient faire
pour les grands hommes, les militaires qui étaient au service de la France, et ce qu'un président de la République actuelle peut faire avec son chef d'état-major des armées. On le pousse à démissionner, et par contre on fait connétable de France un homme parce qu'on a su reconnaître toutes ses qualités de militaire, en dehors de l'homme tel qu'il a pu être, avec tous ses travers et ses défauts. Voilà. Je referme la parenthèse pour être un petit peu d'actualité. Voilà. Après, vous avez pas... Alors, je vais vous parler un tout petit peu de sa descendance. Madeleine de Beaune, née en 1576, est l'unique survivante du mariage de Lady Guerre avec Claudine de Béranger du Gard. Ses frères et sœurs étaient tous morts en bas âge. Elle épousa le 14 mars 1595 Charles de Blanchefort, sire de Crécy. Elle mourut en 1620. Françoise, fille légitimée sur le tard qu'il a eue de Marie Vignon. Oui, comme je vous l'ai expliqué, il a quand même vécu 15 ans avant de se marier avec Marie Vignon. Il a vécu 15 ans avec elle, donc il a eu le temps de lui faire 2 filles. En 1612, il épousa en première noces Charles, qui épousa en 1612 en première noces Charles René Dupuis, marquis de Montbrun. Elle est démariée par les Créqui qui voulaient récupérer la fortune des Lesdiguières et épouse ainsi en 1623 son beau-frère Charles de Blanchefort, sire de Crécy. De Créqui, pardon. Catherine, fille légitimée sur le tard, qu'il a eu de Marie Vignon, elle épousa le comte de Sceaux. On est passé dans la rue de Sceaux tout à l'heure. Elle épousa le comte de Sceaux en 1619 et mourut en 1621 sans enfant. Voilà. Je voudrais quand même vous dire en 2 mots, vous parler du château de Vigiles. Le domaine départemental de Vigiles est un parc de 100 hectares dans lequel est situé le château Lesdiguières, abritant le musée de la Révolution française. Le château du XVIIe siècle se dresse sur la commune de Vigiles, dans le département de l'Isère et la région Auvergne-Rhône. Bon, ça, c'est pour ceux qui situeraient mal Vigiles. Vigiles, ce château de Vigiles a eu a été vendu, je vous expliquerai par la suite la succession mais en dernier recours, il avait été acheté par l'État, d'une part, et qui en avait fait une résidence d'été pour les présidents de la République. Seul De Gaulle est venu. Il a fallu, je crois, pour 2 nuits, lui faire construire un lit suffisamment grand parce que ses pieds dépassaient le lit. Et par contre, René Coty venait souvent. René Coty avec sa femme Germaine. Et je me souviens un jour, il y avait encore la barrière, les stacades n'étaient encore pas construites, et j'étais dans un bus, et je vois un cycliste de l'autre côté sur la contre-allée, qui voit enfin une voiture, et qui enlève son béret, et qui fait ça. Je me dis, bon Dieu, qu'est-ce qu'il salue comme sommité? Eh bien, c'était René Coty qui se rendait au château de Vigiles, tout seul, avec un chauffeur quand même, et Germaine à côté des Coty, c'était Germaine, hein, sans dire, voilà, avec Germaine assis à côté de lui, et très débonnaire, quand on pense au faste maintenant de nos présidents de la République, Coty, qui a été le dernier président de la 4e République, n'est pas de faste, c'était vraiment un homme simple. Voilà. Mais ça, c'était une anecdote que j'ai le plaisir de vous dire parce que j'y ai vécu, je l'ai vu. Parce que ça me surprenait de voir ce monsieur-là qui avait un béret basque et qui l'avait remué. Voilà. Alors, à la suite de la journée des Tuiles en 1788, ce château était le lieu de la réunion des États généraux du Dauphiné. Alors, qui va engendrer la Révolution française. Connaissant mes opinions politiques et sachant ma formation, je ne m'aventurerai pas à vous parler des prémices de la Révolution française, dont on se gargarise, vu la situation dans laquelle le pays est. Je préfère me référer à tout ce que les rois ont pu faire de bien pour la France. Pour le reste, je vous laisse à vos opinions et par vous-même, vous comprendrez que je ne m'étendrai pas sur ce genre de choses. Après, le pont Lesdiguières, également appelé pont de Claye, car entièrement situé avant 1873 sur la commune de Claye, est un pont en maçonnerie franchissant le Drac. À partir du 2 juillet 1873, date de création de la commune de Pont-de-Claye,
Oui, puisque j'ai participé aux fêtes du centenaire en 1973 de la création de la commune de Pont-de-Claix, dont mon grand-père avait été le conseiller municipal avant la guerre. Sur la rive droite, il va relier Claix à Pont-de-Claix. La dénomination du pont provient de l'initiateur de la construction, François de Beaune de Lesdiguières, lieutenant général du Dauphiné. Voilà. Cité parmi les 7 merveilles du Dauphiné, c'est une construction très hardie pour une époque, avec une unique arche de 46 mètres d'ouverture à 16 mètres au-dessus du Drac. Il est classé monument historique depuis 1898. Voilà. Il est tellement solide que quand tous les autres ponts auront disparu, le pont, il tiendra toujours le coup. Oui, et une dame que j'ai eu l'occasion de connaître et qui me parlait du pont romain. Alors je lui dis, mais quoi, quel pont romain? Il n'y a pas de pont romain sur le Drac. Elle me dit, mais si, le pont de Pont-de-Claix. Je lui dis, mais non madame, il ne date pas des Romains, il date simplement de Lesdiguières, mais c'est vrai qu'il pourrait être un pont romain, parce qu'il est vraiment conçu, et bien conçu. Hein, voilà. Il fut construit entre 1608 et 1610 par Louis Brisset et livré à la circulation en 1611. Voilà. Et ça a complètement changé, parce qu'on traversait le Drac par gué à l'époque. Alors toute cette partie des Grenoblois qui voulaient, avaient des maisons de campagne à Claix, etc. Il y avait beaucoup d'hôtels particuliers à Claix. Donc c'était compliqué, c'était une expédition, il fallait atteler les chevaux, et puis voilà. Donc, et ce pont a transformé la ville à cette époque. Voilà, alors il y a une petite anecdote sur Mandrin, qui était un bandit notoire, mais un bandit d'honneur. Il volait les riches pour donner aux pauvres, bon c'était bien. Oui, il fait le contraire. Il fait le contraire de Macron, qui prend aux pauvres pour donner aux riches, mais ça c'est autre chose. Alors, selon la légende, Mandrin aurait attaqué les employés des Gabelles en 1754 sur le pont de Lesdiguières, tuant un gardien, en fermant les autres gardes avant de faire passer sa bande. Selon une autre version, sur le point d'être pris, il se serait jeté du haut du pont avec son cheval pour échapper à ses poursuivants. L'ancien corps de garde est toujours appelé Salmandrin, que l'on ne visite pas, mais enfin bon, on peut y passer devant. Il y a une petite tour là, au pied de... Et c'est là-dedans que ça se passait. Alors le pont était autrefois un axe de circulation important, puisqu'il était sur l'itinéraire de la route nationale 75. La construction du nouveau pont détourna la circulation du pont historique, qui n'est plus utilisé de nos jours que par les piétons et les cyclistes. La route nationale 75 a été rebaptisée RD 1075, mais le trafic sur le pont moderne a décru depuis la construction de l'autoroute A51. Le pont a été représenté par Jean Achard et Charles Berthier, mais surtout par John King en 1883. Le tableau est visible au musée d'Orsay. Voilà, pour ceux qui... voudrais aller voir. Alors, parlons du château de Lesdiguières. Sur la commune du Glésil se dressent les ruines du château de François de Beaune, duc de Lesdiguières. Aucune archive nous donne la date exacte de sa construction. On le situe vers 1585, au moment où Lesdiguières, au sommet de sa gloire, afin d'asseoir son autorité, sa puissance et sa richesse, et ne pouvant agrandir sa maison forte de Saint-Bonnet, décida de se faire construire un château fort aux Diguières, village dont il est co-seigneur par héritage de son père et de son oncle. Le château devait être suffisamment vaste et important qu'elle devait servir en cas de besoin de refuge à sa famille, ses valets, ses gendarmes, et résister à toute attaque venant de l'extérieur. On se replace dans le contexte des guerres de religion, là, hein, à l'époque. Le château et ses dépendances occupent une surface d'environ 14 000 m², dont 7 000 m² pour le château lui-même. Cette vaste enceinte est flanquée de 6 tours. Le château conservera son état initial jusqu'en 1692. Il sera ensuite incendié par les mercenaires du duc de Savoie, qui avaient des comptes à régler avec les Diguières. Bon, voilà. Donc, alors, je ne vous ai pas parlé de Charles Ier de Blanchefort de Créqui, dit Charles de Créqui-Blanchefort, dit Charles II de Créqui, son gendre, prince de Poix, seigneur de Créqui, de Fressin et de Canaples, puis deuxième duc de Lesdiguières en 1626. Vous avez compris comment il est devenu seigneur de Lesdiguières en épousant les deux sœurs.
et pair de France, marquis de Vizille et de Tréfort, comte de Sceaux, baron de Vienne-le-Châtel et de la Tour d'Aigle, colonel régiment de Lesdiguières, des gardes françaises, puis maréchal de France. Il est en ligne paternelle un Blanchefort et représente donc la branche de Franchefort de Créqui de la maison de Créqui. François de Beaune de Créqui, 1596, 1er janvier 1677, fils aîné de Madeleine de Beaune et de Charles de Créqui-Blanchefort, comte de Canapes, puis de Sceaux, puis 3e duc de Lesdiguières, maître de camp du régiment de Lesdiguières en 1605, gouverneur du Dauphiné et pair de France, seigneur d'Agoult. D'Agoult, vous connaissez, donc Madame d'Agoult, dont le trou est célèbre par les annonçant des orages, etc. Bon, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. D'Aubesque, de Montlore et de Montauban, il épousa Catherine de Beaune en 1616, puis Anne de la Magdeleine en 1632. François-Emmanuel de Beaune de Créqui, fils du précédent et d'Anne de la Magdeleine, marquise de Ragny, époux de Paul-Marguerite Françoise de Gondy, duchesse de Retz, comte de Sceaux, puis gouverneur du Dauphiné, à la démission de son père, 4e duc de Lesdiguières et pair de France. Jean-François Paul de Beaune de Créqui, fils du précédent de Marguerite de Gondy, il avait épousé Louise Bernardine de Durfort, fille de Jacques-Henri de Durfort, duc de Duras. Il est mort à la guerre sans descendance. Et Alphonse de Créqui, petit-fils de Charles II de Créqui par son fils cadet Charles, sire de Créqui et de Canapes, époux d'Anne de Beauvoir de Grimoire de Roure, est mort en 1630, donc avant son père, dont il était le 3e fils. Voilà. Donc je ne sais pas qui Grenoble a voulu honorer en me faisant le quai Créqui. Est-ce que c'est l'ensemble de la famille des Créqui ou c'est un Créqui particulier? Ça, je ne saurais vous le dire. Il ne faut pas confondre ce 6e duc de Lesdiguières avec son frère aîné, le seul et unique duc de Créqui, Charles III de Créqui, en réalité duc de Poix, mais dit duc de Créqui dans la plupart des documents. Marquis de Créqui, puis duc de Poix, pair de France, etc. Bon, il a disparu. Ni avec son plus jeune frère, François de Créqui. Voilà. Bon, voilà. Donc je pense que... Je crois qu'il est devenu ambassadeur de France à Rome. Ah Ah oui, alors ça, attendez, que je... Et Racine a lancé une épigramme sur lui. D'accord. Non, ben j'en retrouve pas trace là de ça. À la suite de l'affaire des gardes corses. Ah oui, les gardes corses, oui, oui, tout à fait. C'est des souvenirs, hein. Oui. Il faudra que vous cherchiez. Voilà que je cherche. Exactement, oui. Mais c'est intéressant que tu aies développé cette partie-là, parce que le duc de Lesdiguières était obsédé par sa succession. Exactement. Il avait eu un fils qui était mort vers 13-14 ans, sur lequel il fondait beaucoup d'espoir, et donc il a été meurtri par la mort de ce fils. Et vous verrez, si vous allez voir l'exposition, puisqu'elle est prolongée au musée dauphinois, il y a toute une partie de l'exposition qui traite de ce besoin qu'avait le duc de Lesdiguières d'avoir un successeur. Et c'est pour ça qu'il a beaucoup investi dans ses gendres, oui, parce qu'il est obsédé par cette idée de... Et ils ont eu beaucoup de filles. Voilà. Alors, je voudrais revenir sur le château de Vizille, qui a son importance. Le château de Vizille, il a un petit peu été immortalisé par Jean Cocteau, qui avait tourné le film La Belle et la Bête au château de Vizille. Il y a donc des scènes pour les cinéphiles qui sont assez remarquables. Alors en 1594, François de Beaune s'empare des terres de Vizille et construit sa demeure. Le domaine est agrandi à partir de 1600 et on y effectue d'importants travaux. On crée un parc à la française, dont une pièce d'eau rectiligne, le Grand Canal, de 800 mètres de long, qui s'étend devant le château. Le parvis du château est quant à lui agrémenté de 4 parterres que séparent des canaux en croix autour d'un bassin ovale avec un jet d'eau et une statue d'Hercule. Le parc, à la mort de Lesdiguières, est laissé à l'abandon. À la fin du XVIIIe siècle, un entreprenant bourgeois de la région, Claude Perrier, achète le château délaissé aux descendants de Lesdiguières et y installe une manufacture d'impression sur tissu. Le 21 juillet 1788, il accepte de recevoir dans la salle du jeu de paume du vieux château l'Assemblée des 3 ordres de la province, interdite de réunion à Grenoble.
En 1834, ce dernier réaménage le jardin et le met au goût du jour en l'aménageant en jardin à l'anglaise. Le domaine passe, après la mort de Claude Perrier en 1801, à son fils Augustin Perrier, puis en 1833 au fils de ce dernier, Adolphe Joseph Scipion Perrier, banquier et conseiller de la Cour des comptes, qui épousera une des petites filles du marquis de Lafayette. Le domaine est mis en adjudication en 1862, après la mort d'Alphonse Perrier. Henri-Frédéric Fontignac en devient alors propriétaire. Il poursuivit les travaux de restauration du château, dont ceux de l'escalier monumental. Il passe ensuite à sa fille Camille et à son gendre Auguste Casimir Perrier. En 1865, 40 ans après un premier incendie qui ne détruit que du mobilier de Lesdiguières, un nouvel incendie s'éclaire dans l'aile est du château où se trouve la salle du jeu de paume et la grande galerie des batailles. Dernier témoin de l'Assemblée de Vigile en 1788, ces salles sont définitivement démolies l'année suivante. Propriété jusqu'en 1895 de l'influente famille Casimir Perrier, connue pour son engagement politique aux soins de la bourgeoisie libérale, le domaine passe ensuite entre plusieurs mains privées avant d'être acquis par l'État en 1924. Conformément à un vœu national, il s'agissait de sauver du démembrement ce qui était devenu un haut lieu d'histoire et de tradition républicaine, honoré par les visites familiales, amicales, officielles ou militantes, Lafayette, Casimir Perrier, Adolphe Thiers, Sadi Carnot et Jean Jaurès. 5 présidents de la République y séjournèrent de 1925 à 1960, Gaston Doumergue, Albert Lebrun, Vincent Auriol, René Coty, qui y passa l'année de 1954, c'est donc bien en 1954 que je l'ai vu, à 1958, et le général de Gaulle qui y fait un passage dans la nuit du 6 au 7 octobre 1960, marquant ici la dernière visite d'un président dans les lieux. Voilà. Bah, lui, pour une nuit, il a fallu lui faire un lit. Voilà. Bon, je pense vous avoir dit tout ce que je pouvais vous dire sur Lesdiguières. Maintenant, si vous pensez que je puisse vous rajouter quelque chose... Le prince Jean de France est venu à Visil oui. Il y a quelques années. C'est vrai. Peut-être pour intervenir, pour te compléter, il faut peut-être ajouter 2 faits marquants. C'est le fait que le duc de Lesdiguières a compris qu'il fallait renverser les alliances et qu'il fallait rapprocher le duc de Savoie, qui était donc qui dépendait du Saint-Empire germanique, qui était donc un vassal de l'empereur, et il fallait détacher le duc de Savoie de l'Empire pour le rapprocher de la France, et il y a réussi puisque Louis XIII a accepté de faire alliance avec le duc de Savoie. Malheureusement, Louis XIV a ensuite mal agi à l'égard du prince Eugène de Savoie. Il a mal jugé le prince Eugène qui était venu à Versailles, et il l'a froissé, ce qui fait que le prince Eugène s'est ensuite engagé au service de l'Empire contre la France, et d'ailleurs il nous a causé quelques défaites. Mais en tout cas, ce qui était important de dire, c'est que c'est grâce à François de Bonne que la Savoie, qui avait été l'adversaire de la France pendant des années, a pu se rapprocher de la France et a pu combattre avec la France contre les Espagnols et contre l'Empire. Et l'autre fait marquant, c'est que François de Bonne a été un remarquable applicateur de l'édit de Nantes. Quand l'édit de Nantes a été il fallait faire la paix, et faire la paix, ça voulait dire, paroisse par paroisse, territoire par territoire, définir où pouvaient être enterrés les protestants, où pouvaient être enterrés les catholiques. Enfin, il y avait des tas de contentieux qu'il fallait résoudre, et là, il a été impartial, alors qu'il était d'origine protestante, converti au catholicisme. Il a réussi à ce que l'édit de Nantes soit strictement appliqué, ce qui fait que le Dauphiné a connu, grâce à lui, une ère de paix relative par rapport à d'autres provinces de France. Et voilà, les catholiques et les protestants ont cessé de s'entretuer, même s'il y a eu quelques révoltes huguenotes, mais ça a été épisodique. Et je crois que c'est vraiment au duc de Lesdiguières qu'on doit ce ralliement à la France, et notamment de la Savoie. C'est très, très oui, alors à ce sujet, justement, j'ai quelque chose que je découvre dans le livre que tu m'as passé tout à l'heure.
En 1617, le parcours de l'homme est déjà remarquable, mais n'a pas encore atteint son apogée. À 74 ans, Lesdiguières épouse enfin Marie Vignon, sa maîtresse depuis une quinzaine d'années et la mère de 2 de ses filles. Alors que le roi Louis XIII entre en guerre contre la régente pour lui arracher le pouvoir et marie sa sœur au duc de Savoie, il y a eu un rapprochement là, à ce moment-là, le duc de Lesdiguières fréquente François de Sales, figure marquante de la contre-réforme catholique. Et c'est ça qui, je pense, a fini de... Voilà. Il pacifie le Piémont et entre au conseil du roi. La rébellion protestante ne peut compter sur lui, d'autant qu'il se convertit à nouveau au catholicisme en 1622 et obtient la plus haute distinction du royaume, le commandement de toutes les forces armées, ce qui n'est pas un hochet pour vieillard sénile, car tandis que Richelieu connaît une faveur croissante, Lesdiguières chevauche de son gouvernement de Picardie, toujours à 74 ans, et il chevauche de son gouvernement jusqu'en terre italienne, ce qui n'était pas rien, où la guerre se rallume de Gênes à Mantoue. Et lorsqu'il meurt à Valence en 1626, à 83 ans sonnés, c'est pratiquement le cul en selle. Jaloux de leur autorité, les Bourbons enterrent avec lui la connétablie, c'est-à-dire qu'il a été le dernier connétable de France. Voilà. Donc, mais c'était, il n'arrêtait pas de chevaucher et il se déplaçait à une vitesse extraordinaire. C'était vraiment... Oui, oui, oui. Voilà, merci en tout cas Jean. Oui. Histoire contemporaine, en 2011, les pompiers de New York qui ont répondu à la destruction de leur tour ont été accueillis au château de Vizille. Ah. Henri, C'est bien. Oui, Françoise. après ce que tu disais, la bataille de Grenoble, où donc il a vaincu, on va dire, la prise de Grenoble, il était protestant à l'époque, et les catholiques lui ont su gré de ne pas les massacrer. Justement, il a été vraiment tout à fait, on va dire... Alors, mais attention, Oui. il était contre la Ligue, avec des catholiques, protestants et catholiques, contre la Ligue. L'opposition n'était pas entre des protestants et des catholiques, l'opposition était entre le parti du roi Henri IV, contre la Ligue. Et la Ligue recevait l'appui des Espagnols et des Savoyards. Donc ce qui était inadmissible, c'était que des étrangers puissent occuper Grenoble et puissent défendre Grenoble. Voilà, donc il faut aussi quand même rétablir les choses. Hein. Et se rappeler aussi que Henri IV l'avait nommé parrain de plusieurs Absolument. enfants. Il était le parrain des enfants du roi quand même. Alors je vous signale un livre assez ancien, je ne sais pas si on peut encore le trouver, d'Émile Escalier, Lesdiguières, donc chez Lardancher, Lesdiguières, dernier connétable de France, et qui est vraiment remarquable. Et puis bien sûr le petit opuscule de Stéphane Gall, hein, le professeur, qui est assez bien fait aussi. Hein. Alors ça, c'est un ouvrage qui traite du château de Vizille en particulier. Ça s'appelle « La splendeur des Lesdiguières, le domaine de Vizille au XVIIe siècle ». Voilà. Par Anne Caillol-Gérin, je crois que c'est une de tes amies. Et voilà. Mais cet ouvrage est très bien fait et très très bien illustré. Et on reprend quand même un peu l'historique de tous ces autres châteaux. Oui. Alors profitez des derniers jours de l'exposition du musée dauphinois, et puis allez voir aussi au musée de l'Évêché l'exposition qui est consacrée aux cartes, puisqu'il y avait donc un homme qui avait été choisi par Lesdiguières, hein, et qui est absolument remarquable, hein, Jean de Bins, et qui a créé toutes les cartes de France qui ont servi aux chefs militaires pendant des siècles. C'est vraiment quelqu'un d'assez remarquable. Donc il y a une exposition au musée de l'Évêché que vous verrez, donc Jean de Bins, hein, B-E-I-N-S, et qui a un peu établi aussi tous les codes pour figurer le paysage, et c'était vraiment des cartes qui servaient aux militaires. Elles ont servi que jusqu'au début du XVIIIe, puisqu'ensuite il y a eu les cartes de Cassini qui ont été réalisées par la famille de Cassini, de Thury, et donc qui ont été encore un peu plus précises par rapport à ces cartes de Bins. Et ça vaut franchement le détour. Ouais.
Yves, tu voulais... Oui, mais je me demande, est-ce qu'on a... Vous savez pourquoi on a supprimé la charge de connétable après pourquoi il n'y a plus de connétable Est-ce je ne sais pas quelle est la raison qui a fait que, mais peut-être que Hilaire saura peut-être trouver une explication plausible. Moi, je ne veux pas aller sur ce terrain-là, je ne peux pas savoir. Non, vous l'avez donné tout à l'heure. Je veux dire que la charge de connétable était pour le roi de France était un risque. Était un risque, voilà. Et Louis XIV ne supportait pas que quelqu'un puisse avoir autant. La preuve, Fouquet, le surintendant des finances, qui a été... Puisque vous avez l'air d'aimer Macron... ça se voit, ça se sent. Ça se sent. Ça fait plus que se voir. Et il ne faut pas oublier que Macron a dit c'est moi le chef. Et d'une certaine manière, Louis XIV a dit c'est moi le chef. On n'a pas besoin de connétable. Chez Louis XIV, ça s'expliquait. Oui, chez Macron, ça s'explique pas. Oui, Michel. Oui, puisque tu as donné quelques anecdotes sur le château de Vizy, je voudrais en donner une. Nous avions un ami royaliste qui, pour des raisons que je n'ai pas à juger, mais qui travaillait avec les gaullistes du NR et compagnie. Et pour ses bons et loyaux services, il a été récompensé en devenant le conservateur du musée de la Révolution au château de Lesdiguières. Ça prouve que de l'ironie de la Providence. Voilà. Effectivement, et on a reçu le prince Jean. Oui, qui avait fait un discours remarquable. Et nous sommes passés devant une vitrine où il y avait une guillotine. Il y a une guillotine. Oui, on n'oublie pas même la face noire de la Révolution. Est-ce qu'il y a une face pas noire à la Révolution? Enfin, pour ceux qui connaissent Vizy, c'est dans une cuvette. Et à l'époque, la Romanche débordait régulièrement. Et donc, ce qu'a fait vraiment Lesdiguières, ça a été de construire une digue. Et alors, il y a toute une légende qui raconte que cette digue s'est construite en une nuit parce que Lesdiguières aurait lancé un défi. Oui, la queue du cheval qui reste coincée. Voilà. Et donc, voilà, donc il y a toute une... Tu peux peut-être en dire plus, Georges? Ça me revient pas comme ça, là, mais... Oui, je l'ai lu, mais bon, ça m'a fait sourire, mais ça m'a... Parce que la digue était construite de deux côtés, et les équipes devaient se rejoindre, et ce qu'avait demandé le duc de Lesdiguières, c'est que ça se fasse tellement vite que lui ait le temps de se rendre de cheval d'un endroit à un autre, et lorsqu'il est passé dans le mur, enfin dans la digue, au dernier moment, effectivement avec son cheval, mais la queue du cheval est restée coincée dans le mur. Dans le mur, voilà. Donc voilà, c'est un personnage un peu... Un cheval sans queue, ça doit pas être beau à voir. Une autre particularité, chez lui, ça a été quand même le goût des sciences. Il a beaucoup fait avancer l'art militaire, et notamment l'utilisation de l'artillerie. Et s'il a causé autant de morts à Gap, c'est parce qu'il avait installé, si vous connaissez Gap, il y a une petite colline qui surplombe Gap, et il avait installé 4-5 canons, pas plus, mais qui étaient très bien commandés et qui ont fait des ravages dans la population. Mais il avait cet art aussi de se battre à 1 contre 2, voire à 1 contre 3, et à gagner quand même les batailles. Mais il utilisait aussi des ruses, notamment, il combattait la nuit, ce qui ne se faisait pas à l'époque, mais lui, il osait le faire. Il combattait la nuit, il se déplaçait la nuit, hein, y compris à travers des cols. Il a franchi des cols de nuit, et même l'hiver, ce qui ne se faisait pas. Et puis, il a osé utiliser les moyens de guerre un peu révolutionnaires, c'est-à-dire que il utilisait la ruse. À un moment, il a même déguisé des chèvres avec des torches pour essayer de faire croire à une diversion. Enfin, voilà, tout était bon pour gagner, et il gagnait grâce à ça. Enfin, il était économe en vie humaine. Oui, c'est ça, et c'est pas pour rien qu'on l'appelait le renard, hein, parce qu'il était rusé comme un renard. Oui, c'est vrai. Mais il avait un sens politique et il arrivait à se raccommoder, à se réconcilier avec ses ennemis, notamment avec l'évêque d'Embrun, hein, qui avait quand même son grand adversaire. Il a réussi à se réconcilier avec lui. Donc il avait un sens politique et un sens de l'intérêt de la France qui était absolument remarquable.
il a été d'une fidélité à l'égard de Henri IV et de Louis XIII, et il s'est fâché avec beaucoup de protestants, hein, pour rester fidèle à son roi. Voilà. Donc c'est quand même un sacré retenir. personnage. Voilà. Bon. Même s'il y a des côtés, c'est vrai, sur plan moral, qui nous choquent terriblement. Il aimait l'argent, incontestablement. Hein. Ah oui, ça, il aimait l'argent. il avait une fortune Mais colossale. il en faisait profiter les autres. C'est-à-dire qu'il a beaucoup construit de routes, il a beaucoup pour construit de... garder le pognon, quoi. Donc, fallait qu'il y en ait. À l'époque, ça choquait moi. Hein. Ah oui, Richelieu, Mazarin, sans fortune. Mais on préférait avoir des gens comme ça, qui disposent des fonds publics, mais qui les réutilisent pour le bien. Bien commun. Voilà, oui. Voilà, quelques photos que vous pourrez consulter. Alors, on est un petit peu en avance. Ce que je vous propose, c'est simplement déjà de vous dire que... On va profiter de la pause. Voilà, pour vous dire que nos prochaines conférences, ça sera le lundi 23 avril, et c'est Nadia Furlan qui, avec Damien Berthélémy, nous parlera de l'éducation. Ensuite, Françoise, tu confirmes bien que Laurent Dandrieux viendra bien le 14 mai. C'est ça. Hein, voilà, nous parler de l'Église et la politique. Hein, L'immigration. hein. L'immigration. Et puis, par contre, on a fixé la date du 11 juin, mais avec un sujet qui est en cours d'être défini, et qui sera probablement le territoire et la relation entre la ville de Grenoble, l'agglomération de Grenoble et les communes environnantes. Mais bon, on n'a pas encore tout à fait défini le thème. Voilà, donc 23 avril, 14 mai, 11 juin. Je vous prie donc de bien réserver ces dates. Et sachant qu'il y aura probablement d'autres manifestations, Georges, je ne sais pas. Hein, Travaux en cours. voilà. Alors voilà, on fait une petite pause un petit quart d'heure, et puisqu'on est un peu en avance sur l'oral, c'est pas plus mal. Ceux qui ne m'ont pas réglé, je veux régler. Voilà. Simplement, après la conférence débat d'hiver de Crémier, donc comme d'habitude, nous aurons un buffet à côté qui nous attend. On reprend dans... Qu'est-ce qu'on se donne ?